Les avant-derniers épisodes de saison dans Game of Thrones sont toujours quelque chose de spécial. Ici, on se demande simplement, mais pourquoi? Mais comment? Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Cet épisode s'inscrit dans la lignée de cette saison, des épisodes rehaussés pour une ou deux séquences épiques, tandis que le reste de l'heure se compose de scènes disparates juxtaposées, sans fil conducteur. Si l'on compare cet épisode à l'œuvre originelle, il ne présente aucun point commun avec Feu et Sang. En substance, toutes les scènes de l'épisode sont des créations propres à la série. Analysons-le de près pour y déceler d'éventuels parallèles avec le livre ainsi que toutes les différences majeures. Impuissante face à des ennemis qu'elle ne peut voir, Rhaenyra se tourne vers les rêves en quête de réponse et les réclame à Elaena, sans toutefois comprendre la nature des rêves de dragon. Elaena ne pourrait lui fournir de réponse claire, même si elle le voulait, quelle que soit l'importance de l'enjeu pour Rhaenyra. Malgré la tournure amère qu'a prise la scène, ce fut un plaisir de voir enfin Rhaenyra et Elaena interagir, rappelant la façon dont Rhaenyra qualifiait Elaena de douce sœur dans le livre. Aucun des problèmes auxquels Rhaenyra a été confrontée dans les épisodes précédents n'a été résolu, et la scène du conseil s'avère fastidieuse et stérile. Daemon brille par son absence, tandis que Mysaria tente une fois de plus d'empoisonner l'esprit de Rhaenyra à son encontre en suggérant qu'il l'a trahi. Malgré l'épreuve, Rhaenyra s'obstine à faire confiance à Daemon et à croire en l'amour qu'il lui porte. Lorsqu'ils apprennent que Voleur de Moutons a été aperçu avec un dragonnier, elle prend les choses en main et ordonne à Sœur Adam de l'accompagner. Daemon s'envole pour le Val à la recherche de Rhaena. Dans la haute salle d'Arryn, il interrompt un moment d'intimité entre Lady Jean et sa maîtresse, Lady Jessamine Rochefort, décrite dans Feu et Sang comme sa chère compagne. Jean mentionne à Daemon l'existence d'une fille sauvage vivant parmi les orties et les moutons, une allusion manifeste à une intrigue abandonnée et modifiée pour faire de Rhaena la dragonnière de Voleur de Moutons. Dans le livre, Orty est le surnom de la jeune fille de basse extraction qui apprivoise ce dragon. Tout comme Rhaena, qui s'est imposé un exil, il est probable que Orty ait fini ses jours cachés dans le Val, où les sauvageons des montagnes racontent encore l'histoire d'une sorcière de feu, ayant autrefois vécu dans une vallée cachée, loin de toute route ou de tout village. Dans la série, le personnage de Orty a été fusionné avec celui de Rhaena. Jean donne à Daemon une piste pour retrouver Rhaena. Il la suit sur le dos de son dragon jusqu'à ce qu'il découvre sa fille en compagnie de voleurs de moutons. Rhaena avoue qu'elle tentait d'intercepter Vhagar pour la tuer, elle et Aemon, ou mourir en essayant, afin de s'acquitter enfin de la dette qu'elle a envers Rhaenyra et leur famille. Voyant qu'il ne peut pas la faire changer d'avis, Daemon lui propose ses services et décide de l'accompagner dans cette entreprise insensée. Il s'agit là aussi d'une référence explicite. Dans le livre, Daemon emmène avec lui Orty pour traquer Vhagar le long du Trident. La conversation que Daemon et Rhaena auraient dû avoir depuis longtemps est interrompue par l'arrivée de Rhaenyra et d'Adam qui convergent vers les lieux avec leur dragon. Rhaenyra comprend immédiatement que Daemon lui a menti en prétendant avoir tué le dragonnier de voleur de moutons. Toutefois, lorsqu'elle découvre qu'il s'agit de Rhaena, elle réalise que la situation est bien plus complexe qu'elle ne le pensait. Voleur de moutons est responsable de la mort du prince Jacaris car Rhaena est incapable de maîtriser ce dragon sauvage. La situation dégénère en un véritable combat de dragons, alors que Voleur de moutons est sur le point d'être vaincu, Rhaenyra emmène Rhaena avec elle et regagne sa base. Daemon manque de tuer le dragon sauvage mais finit par le laisser partir, blessé mais en vie. Je me demande quel était l'intérêt de tout cela, au-delà d'une scène spectaculaire de la danse des dragons. Si Voleur de moutons reste dans l'équation, s'agira-t-il simplement d'une nouvelle demi-vérité que Rhaenyra pourra reprocher à Daemon? De retour à Port-Réal, Baela et Rhaena connaissent de brèves retrouvailles, qui, je l'espère, préfigurent une réconciliation que les scénaristes prendront la peine d'explorer. Quant à la reine, Rhaenyra est en proie à des sentiments contradictoires. La colère envers Rhaena pour son silence, le soulagement de constater que son mari ne complotait pas contre elle, mais aussi la frustration face à son mensonge et l'offense qu'il ait pu imaginer qu'elle soit capable de faire du mal à Rhaena, quelles que soient les circonstances. La série a peiné à approfondir les relations entre les personnages du camp des Noirs. Pourtant, Rhaenyra a contribué à élever Baela et Rhaena, et il est absurde qu'elles aient eu si peu d'interaction à l'écran. Cette nuit-là, Daemon se rend dans les appartements de Rhaenyra pour s'excuser et expliquer qu'il ne faisait que protéger sa fille, laquelle ne cherchait qu'à obtenir l'approbation de tous deux. Rhaenyra repousse faiblement ses tentatives de réconfort, toutefois sans grande conviction, et ordonne à sa dame de compagnie, Elinda Massé, de rester dans la pièce. Rhaenyra comprend les motivations de Daemon, sa loyauté envers une fille qu'il a longtemps délaissée. Après tout, n'aurait
n'aurait-elle pas elle-même voulu que son père la choisisse elle aussi? Elle sait qu'en l'absence de témoins, elle aurait pardonné à son époux imprévisible, aurait cédé et accepté d'avoir besoin de lui. Mais c'est de lucidité dont elle a besoin à présent et non d'être submergée par l'amour qu'il lui porte. Semaine après semaine, nous avons observé leur jeu subtil, Daemon provoquant Rhaenyra et attisant peu à peu sa colère, tandis qu'elle le laissait tout se permettre. Cette fois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, certes pas pour toujours, mais pour le moment. Plus tard, alors qu'elle ne parvient pas à trouver le sommeil, Rhaenyra se dirige vers les appartements de Mysaria comme investie d'une mission, à avoir le dernier mot et prouver qu'elle avait raison. Car Daemon ne l'a pas trahi, et se contentait de protéger sa fille, un acte que Rhaenyra ne lui reproche pas. Mysaria, elle, s'obstine à marteler son argument, presque désespérée de parvenir à creuser un fossé définitif entre la reine et son mari. Pourquoi agit-elle ainsi? Les motivations de Mysaria ne nous sont pas révélées. Je ne crois pas qu'il s'agisse de simple jalousie, ni de sa seule ambition. Est-ce une vengeance à l'encontre de Daemon? Nous l'ignorons, mais j'espère que l'arc narratif de Mysaria a un sens précis. Rhaenyra a compris la situation, mais ne cherche pas à percer les motivations de la croisade de Mysaria. Seul compte pour elle la réussite et le fait de s'imposer comme une souveraine digne de ce nom. En quête de son approbation, Rhaenyra offre sur un plateau d'argent l'occasion idéale à Mysaria. En effet, plus tôt dans la journée, l'ancienne prostituée s'était vue rappeler ses origines par son ex-collègue, Madame Sylvie. Mysaria décide de faire de ce passé sa force, séduisant presque Rhaenyra en lui témoignant une foi inconditionnelle et en lui promettant des jours meilleurs. Avant qu'Internet n'accuse Rhaenyra d'adultère pour avoir répondu au baiser de Mysaria, il est important de remettre la scène dans son contexte. Dans notre monde, certains ne voient pas d'un très bon œil les relations sexuelles entre femmes. Telle n'est pas la réalité de Westeros. Dans le Westeros de l'an 130 après la conquête, une femme de haute lignée peut avoir des amantes sans que cela ne choque personne. On les qualifierait simplement d'amis proches et les hommes n'y verraient aucun mal. D'ailleurs, Daemon lui-même n'a fait aucune remarque lorsqu'il a surpris Jynarine avec sa compagne plus tôt dans l'épisode. De plus, la dynamique entre Rhaenyra et Mysaria trouve son origine dans leur passé commun avec Daemon et continue de tourner en grande partie autour de lui, qu'il s'agisse pour Rhaenyra de trouver une raison de lui pardonner ou pour Mysaria de chercher à les séparer afin d'avoir Rhaenyra pour elle seule. Si Daemon apprenait que Rhaenyra a pris un amant, il le décapiterait sur le champ. En revanche, s'il apprenait qu'elle a pris une maîtresse, il en rirait probablement et demanderait même à les rejoindre. Certes, il faut prendre en compte l'histoire longue et profonde qui le lie à Mysaria, ainsi que le fait qu'il sait qu'elle tente d'éloigner Rhaenyra de lui, mais je doute qu'il considère cela comme de l'adultère, tout au plus de la manipulation. Quant à Rhaenyra, après tout ce que Daemon lui a fait subir, ne mérite-t-elle pas, pour une fois, de faire ce qui lui plaît? Daemon ne l'a peut-être pas trompée en prenant une maîtresse, mais ne l'a-t-il pas tourmentée à la moindre occasion? Ne l'a-t-il pas plongée dans une incertitude infernale tout au long de la saison 2 avec ses crises d'humeur à Harrenhal? Pour ce qu'elle en sait, il a très bien pu prendre une maîtresse durant tous ces mois d'absence. Peu importe qu'il ne l'ait pas fait, car malgré les mensonges, les malentendus et cette ambition qu'elle ne partage pas, elle a fini par le reprendre. Cette version de Rhaenyra aime toujours cette version de Daemon. Dans Feu et Sang, la situation est, comme toujours, différente. À ce stade du récit, il est précisé que Daemon et Mysaria ont renoué leur liaison, Daemon étant totalement sous son emprise. L'ouvrage souligne également que Rhaenyra s'accommode fort bien de cette situation. Le texte laisse fortement entendre que Mysaria pourrait aussi être la maîtresse de Rhaenyra. Que l'on croit à une relation amoureuse ou sexuelle impliquant les trois protagonistes, ou que l'on imagine Mysaria se contentant de susurrer des mots doux à l'oreille de Rhaenyra alors que celle-ci était avec Daemon, il n'en reste pas moins qu'elle a fini par dresser la reine contre son époux. Elle a laissé entendre qu'il la trahissait, parvenant ainsi à convaincre Rhaenyra d'ordonner son arrestation. Pour en revenir à la relation entre Mysaria et Rhaenyra dans la série, si c'est de la validation qu'elle recherche, qu'elle en profite. Mais n'oublions pas, le fait d'avoir cette relation n'empêche pas Daemon d'être l'amour de la vie de Rhaenyra. À Harrenhal, on nous inflige une nouvelle scène d'inceste mère-fils totalement inutile. Elle n'est qu'imaginée, ce qui la rend presque pire encore. Il s'agit, au fond, de tant d'écrans gâchés, une ressource précieuse dans une saison aussi courte. Lorsque Alicent finit par arriver réellement à Harrenhal, j'ai eu l'impression d'être coincé dans une terrible boucle temporelle, comme dans un cauchemar. Peut-être sommes-nous à jamais marqués par les séquences hallucinatoires de Daemon à Harrenhal lors de la saison précédente. L'arrivée d'Alicent illustre une fois de plus une chronologie invraisemblable. Sans vouloir me répéter, bien que j'ai soulevé ce point dans presque toutes les vidéos de la saison, la notion de temps, de trajet et de distance a été totalement perdue. L'armée des riverains et des loups de l'hiver se trouve enfin à une journée de marche de Chutebourg, alors qu'elle en était à 2 semaines dans l'épisode précédent, après avoir quitté Harrenhal dès l'épisode 2. Pourtant, il a fallu moins de 2 semaines à Alicent et sœur Adrienne Rochefort pour parcourir une distance 2 fois supérieure à celle séparant Port-Réal de Harrenhal.
Le plan de Rhaenyra visant ce que Sir Adrian tue Aemon a vu tourne évidemment mal lorsque c'est Aemon qui prend l'initiative, laissant Alicent seule avec un plan qu'elle avait pourtant fini par pleinement adopter. Après quelques scènes gênantes en compagnie de Alice et de Aemon, Alicent empoisonne son fils. Celui-ci titube alors jusqu'à l'atelier de Alice, tout comme il avait fait dans le premier épisode. Il va sans dire que, dans le livre, Alicent ne quitte jamais Port-Réal, n'interagit pas avec Alice Rivers et ne complote pas contre Aemon. Les scénaristes misent énormément sur l'aura de Ormond Hightower, ou sur le charme de James Norton. Ils ont fait de lui un personnage central et un fin stratège cette saison, s'attendant à ce que nous l'acceptions sans broncher. Sa folie saute aux yeux de Daeron et de Gwen, alors même que ces derniers ignorent tout de ses manigances. Il est incroyable que personne, de son cousin à son pupille otage roi, en passant par ses généraux ou ses simples soldats, ne cherche à savoir ce que Ormond mijote pour Port-Réal ou pour abattre Rhaenyra, ni surtout comment ils comptent défendre leur position à Chutebourg face à une armée de 20 000 riverains furieux et surtout les loups de l'hiver qui marchent vers leurs portes. Ormond a fait prisonnier Corlys, espérant que sa disparition sèmerait le chaos à Port-Réal. Toutefois, envoyer l'annulaire du serpent de mer à Aline n'est peut-être pas la manœuvre la plus avisée en toute logique. Rhaenyra devrait légitimer Aline pour éviter l'extinction de la dynastie Velaryon, et ce geste pourrait inciter leurs hommes à se battre avec plus d'acharnement pour secourir ou venger leur seigneur. Le seigneur Hightower a plus d'un tour dans son sac, il a rallié Ulf à sa cause en le soudoyant et en lui faisant la fausse promesse de lui offrir la marque. Il est évident qu'un aristocrate imbu de son rang comme Ormond ne céderait jamais un fief aussi important à un roturier, mais Ulf est assez vaniteux pour y croire. Cela reste plus ou moins fidèle à Feu et Sang, où Ulf finit par changer de camp et trahir Rhaenyra lors de la première bataille de Chutebourg. On lui promet la seigneurie de Pont-la-Mer, mais il ose réclamer au jardin. Ça me fait rire. Une demande qui ne sera jamais satisfaite. Finissons en beauté avec la meilleure scène de l'épisode, celle du discours de Aegon, qui s'achève lorsque Feu du Soleil se dresse pour le protéger. Je dois reconnaître que le point culminant de l'épisode, centré sur lui, fut sans doute la scène la plus poignante de l'épisode. Après avoir renoncé à son nom durant toute la saison et fui pour sauver sa peau, Aegon décide d'en finir avec l'anonymat face à l'arrivée imminente de l'armée loyaliste des moutons. Il revendique son nom et son titre, renonçant à la fuite pour livrer un ultime combat glorieux. Un affrontement qu'il espère voir consigné dans les livres d'histoire, le lavant ainsi de la rumeur selon laquelle il aurait été tué par son propre frère, Aemon. Comme toujours, le récit récompense Aegon, Feu du Soleil surgit tel un Deus Ex Machina avant que son dragonnier ne lui lance un Dracarys, réduisant l'armée ennemie en cendres. Je suis certain que, tout comme moi, de nombreux téléspectateurs avaient anticipé l'arrivée de Feu du Soleil, mais ce fut tout de même un moment saisissant. Je me demande si une part de Aegon pressentait ce dénouement, s'il pensait que frôler la mort pourrait tirer Feu du Soleil de sa torpeur. Après tout, Aegon avait bien affirmé savoir que son dragon était en vie. Dans les séries de l'univers Game of Thrones, l'avant-dernier épisode d'une saison revêt généralement une importance capitale. Si cet épisode s'est achevé en beauté avec l'apparition du dragon de Aegon, il n'a pas réussi à présenter ses intrigues de manière cohérente ni à les rendre suffisamment captivantes. Depuis peu, il y a une question qui est arrivée dans ma tête. Est-ce que la saison 3 est vraiment meilleure que la saison 2 ? Car elle partait vraiment très bien, puis petit à petit, c'est descendu crescendo. Là, je suis vraiment en train de me demander si la saison 3 est meilleure que la saison 2, parce que ce ne sont pas quelques batailles et quelques escarmouches qui vont rendre la saison meilleure. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.